Benoît Duchâtelet à l'antenne des Hommes Clés, ravi de vous retrouver. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. Yvan Bertorello, bonjour. Bonjour. Eddy Viken. Bonjour Benoît. Nous sommes là aujourd'hui face à des artistes, des auteurs, des créateurs, des scénaristes, des réalisateurs. Vous avez toutes ces casquettes. J'aimerais bien faire un point plus précis justement sur les raisons de votre présence parmi nous sur We Do Biz, parce que vous êtes effectivement artiste et créateur, auteur et réalisateur, mais entrepreneur avant tout. Donc si vous avez la gentillesse, Eddy par exemple, de revenir sur votre parcours. Oui, bien sûr. En fait, moi je suis, comme vous l'avez très bien dit, auteur-réalisateur principalement de films documentaires, parce que c'est véritablement ce qui nous meut avec mon co-auteur Yvon, c'est d'accéder à des univers souvent interdits et de pouvoir les proposer au plus grand public avec bien sûr toujours cette dimension artistique et cette sensibilité. Et aussi entrepreneur du coup, puisque depuis 2 ans j'ai développé ma société Viken Productions qui produit donc du film documentaire, qui a vocation aussi à faire d'autres types de films, parce que quand on fait de l'audiovisuel, on est amené à toucher à beaucoup de domaines différents. Oui. Et c'est un parcours que je vous raconterai un petit peu plus tard oui. qui est assez intéressant, je pense. Surtout que vous avez parlé d'univers interdit, donc ça mérite quand même un éclairage avant qu'on interprète d'une mauvaise manière. Eddy, c'est quoi pour vous univers interdit ? On a abordé pas mal de sujets sur des endroits où les caméras sont vraiment pas acceptées d'habitude. Je pense naturellement à notre sujet sur le mont Athos, la République des moines, qui est une république monastique totalement interdite aux caméras. Même prendre des photos, il est très très difficile. Ah oui, on en avait parlé en préparant l'émission. Vous aviez réussi, après quelques longues périodes de négociation, à accéder à cette île et pouvoir y réaliser ce documentaire. Incroyable. Oui, c'est une péninsule en fait qui est située dans le territoire grec actuel. Une péninsule, absolument. Voilà, en République grecque, mais qui ne fait pas partie de l'espace Schengen, qui est à l'intérieur de l'Europe et qui a ses propres frontières, sa propre police, son propre gouvernement, tout en étant hors du temps territoire. Aussi, oui. Et c'est tout à fait hors du temps, c'est une république monastique gouvernée par des moines, et les femmes y sont interdites totalement, même aujourd'hui, depuis plus de 1000 ans que la République du monde Athos a été fondée. Ça se retrouve jusque le monde animal. Oui, mais alors c'est un petit peu plus difficile à faire respecter. Et les caméras également, surtout. Donc c'est très très difficile de ramener des images de là-bas. Et en règle générale, on aime bien un petit peu explorer ces univers qui sont totalement interdits aux profanes. Le mont Athos en est un. On a fait d'autres documentaires ensuite avec la société Viken Productions sur d'autres univers comme une abbaye bénédictine. Là, on vient d'achever un sujet qui s'appelle Femmes de silence sur des moniales cloîtrées. Là encore, c'est parce que elles ont vu notre travail, notre expérience sur ces lieux où il faut être très discret et très très respectueux, qu'elles ont accepté de nous ouvrir leurs portes et de faire encore un très beau sujet qui passe sur KTO ce mois-ci. Oui, c'est vrai. Alors c'est ce qu'on voyait en préparant ça. En fait, l'actualité ne cesse de... Vous avez toujours quelque chose sur le feu. Yvon, vous avez aussi cette capacité à passer d'un univers à l'autre. Vous me disiez que vous assumiez également les scénarios de bande dessinée, mais que c'est pas une seule, c'est que ça vous emmène sur l'une, qui vous emmène sur l'autre. Vous passez dans des univers incroyables. Eh bien, écoutez, que ce soit à la fois dans le monde pour le monde audiovisuel que pour la BD, j'y suis venu presque par hasard. J'ai rencontré Eddy lors d'un défilé de haute couture, dans les coulisses d'un défilé de haute couture. Bon là, ça va, ce ne sont pas des univers interdits. Et oui, c'est quand même pas ouvert à tout le monde. Exactement. Et j'avais déjà l'idée de faire des sujets pour la télévision, des réalisations, des films. Et Eddy avait également venait de sortir de l'école du cinéma, je crois. Il était jeune, et il est encore d'ailleurs. Oui, soyons sympathiques. Et on s'est entendu tout de suite, quoi. Donc sur ce sens du métier, sur cette capacité chacun à... Oui, et puis les orientations à donner à nos projets, si vous voulez. Je crois que c'est important dans le métier de s'entendre, d'avoir des points communs. C'est difficile de collaborer si vraiment on a des points de vue différents, artistiques et autres. Et on s'entend assez bien. On a des tempéraments assez opposés, mais on s'entend bien sur le travail. Je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent reconnaîtront cette complémentarité nécessaire quand il y a besoin de s'associer ou de développer quelque chose, et qu'il faut que l'un ait les compétences d'un sujet, que l'autre soit capable de se tempérer et de se compléter. Tout à fait, Yvon a ce talent justement de savoir défendre et faire vivre des projets. Moi, j'intériorise beaucoup plus les choses, mais Yvon et moi, nous complétons vraiment de ce point de vue-là.
Il faut persévérer dans ce métier, surtout quand on a des projets assez originaux comme les nôtres. C'est difficile de trouver une chaîne, un diffuseur, un producteur, le financement, enfin, tout un ensemble. C'est assez difficile, mais on persévère, on y arrive pas mal. Alors quand je vous avais en ligne ces derniers temps, alors c'était difficile de vous attraper parce qu'un coup vous passez Noël à Bethléem, un autre coup vous êtes à Rome pour l'élection du nouveau pape, un autre coup vous êtes sur un projet... Parce que j'ai plusieurs casquettes, si vous voulez. Je suis à la fois auteur de films avec Eddy, des films documentaires. Je collabore de temps en temps à des émissions de télévision. Par exemple, je pense à l'émission Dans les yeux d'Olivier sur France 2 où j'ai participé à une émission complète sur les mystères de la foi. Alors, on a tourné aussi dans des lieux assez peu commun. Ça devient vraiment votre expertise. Du coup. Voilà, mais je fais également des bandes dessinées, je suis auteur de bandes dessinées. Là encore, c'est presque par hasard. J'avais écrit un jour un roman, pas un roman, mais un synopsis de roman plutôt. J'avais pas l'idée de faire une BD tout au début, et je suis allé voir un éditeur qui m'a proposé plutôt de faire une BD. Enfin, très rapidement, c'est devenu une BD. Une BD en a entraîné une autre. Voilà, j'avais fait un synopsis, je savais pas trop ce que ça serait. Mais je ne pensais pas vraiment à la BD tout au début. Et puis, je suis allé voir un éditeur, Glénat, qui a trouvé le projet très beau, et d'un synopsis avec le magnifique travail d'Arnaud de Lalande, ça a fait un scénario, et puis on a trouvé un dessinateur, et voilà, ça a donné une BD en 3 tomes, le Codex Sinaiticus, qu'on va peut-être adapter au cinéma. Il y a un projet d'adaptation au cinéma. Et voilà, c'est le côté merveilleux des aventures comme ça qui grandissent alors qu'elles n'étaient pas prévues. Il faut savoir les faire naître, les développer. Vous parliez de cette maison d'édition, donc il faut trouver aussi le bon partenaire. Il faut que l'éditeur vous fasse confiance. Quand vous êtes un inconnu, moi c'était ma première BD, j'étais surpris que l'éditeur me fasse confiance comme ça. Et vous en êtes à combien maintenant ? Alors j'ai fait, il y a 3 volumes pour cette BD, pour le Codex Sinaiticus chez Glénat. Ensuite j'ai sorti une autre BD avec Alban Guillemois chez 12 bis. Dans un univers Prince Sassoon, un univers qui n'a rien à voir, avec un graphisme tout à fait différent, qui s'inspire d'une légende arménienne, qui est très belle, elle se dessine à tout public. Voilà un point commun qui vous rassemble aussi. Exactement, moi j'ai une grande passion pour l'Arménie, qui est une sorte de deuxième pays, donc je suis allé de moult fois, et ça me faisait vraiment plaisir de faire une bande dessinée qui s'inspirait d'une légende arménienne. Et là j'ai une autre BD qui se prépare sur Marcel Vann, un petit Vietnamien qui est mort en 1956 pas dans un camp de vacances, mais dans un camp un peu plus dur, au Vietnam. Et puis on va signer là, ces jours-ci avec le dessinateur du Codex, Alessio Lapo, qui est italien, Arnaud de Lalande, une série chez Glénat sur les aventuriers de la Bible, en partenariat avec l'école biblique archéologique française de Jérusalem. Donc ça c'est reparti pour une autre aventure, voilà, mais une longue aventure. Une longue aventure, probablement de plusieurs années, plusieurs volumes, très belle série, dont le titre provisoire est Les aventuriers de la Bible. C'est toutes les découvertes archéologiques depuis le 19e siècle, avec Petra, Qumran, le tunnel d'Ézéchias, enfin... Donc on rentre dans l'histoire là. Vous allez nous faire voyager effectivement. Ça sera fidèle à l'histoire, aux découvertes archéologiques, avec plein de flashbacks sur l'histoire sainte, Ancien Nouveau Testament, mais également un côté un peu thriller, parce qu'il faut passionner et motiver les gens, quoi. Oui, ça je suis pas inquiet, je vous laisse faire. Vous avez cette capacité aussi d'être un bourreau de travail, donc Eddy vous récupère quand même pour les projets cinéma documentaire que vous menez ensemble tous les deux, parce que ça c'est une aventure un peu en solo. Voilà. Et ensuite vous avez ces aventures et ces projets. Vous parliez de Femmes de silence, donc qui est un peu la dernière actualité. Mais quels sont dans ce parcours où vous vous êtes rencontrés, vous êtes chacun parti sur justement le développement de ces sujets totalement insolites quand même, pas habituels pour le grand public, et qu'il est toujours merveilleux de découvrir. Mais quels ont été les moments forts qui vous ont marqué dans ces moments-là ? Pas pour le grand public, mais n'empêche que l'un de nos films, qui s'intitule Veilleurs dans la nuit, a reçu un prix de la télévision, des lauriers de la radio-télévision. Ah oui, c'est vrai. Le prix Marcel Julien, qui nous a été remis au Sénat il y a 3 ans. Qui montre l'accueil de la profession. Voilà, qui a été vraiment très très bien reçu par la profession.
profession. On était très flattés de recevoir ce prix des lauriers de la radio-télévision, et ensuite un prix aussi du Conseil pontifical pour la culture, enfin du ministère de la Culture du Vatican, le prix Mirabile Dictu. Ça nous a beaucoup honoré. Ah bah oui, parce que je pense que voilà, en termes de reconnaissance professionnelle, ça montre à quel point vous êtes pleinement dans l'univers que vous traitez et reconnu par vos pairs. Donc. Oui, et d'autant plus que c'était un sujet, pour le coup, que Yvon et moi avons mené quasiment tout seul, étant donné que le producteur de ce film-là n'avait pas vraiment très bien fait son travail. C'est aussi le début de l'entreprise, le début de l'aventure entrepreneuriale, en fait. Oui, les écueils sont des moments essentiels dans la vie d'un entrepreneur. Exactement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et quand on s'aperçoit que on mène un projet de A à Z et que le producteur est plus là pour vous entraver que pour vous aider à accomplir un film qui sera reconnu et primé par la profession, vous dites, est-ce que je vais continuer à me compliquer la vie, ou est-ce que je vais essayer de pas plutôt tirer la quintessence de ce que je sais faire sans entrave. Et c'est vrai que dans un parcours de réalisateur, c'est quelque chose d'assez primordial. Vous devez déjà connaître tous les métiers de ce qui se passe sur le tournage, oui. Toutes les étapes, savoir les métiers de l'ingé son ou de preneur d'image, aussi bien que si c'est vous qui le faisiez. Et au fur et à mesure, on avait cette sorte de frustration de vouloir développer des projets un petit peu plus personnels, et avec des gens qui forcément n'étaient pas là pour bien nous servir. Donc d'où l'idée de créer cette société Weekend Production, de développer sous cette enseigne nos projets personnels, et puis aussi, vous savez, quand vous commencez à être primé, à avoir une petite patte, une petite griffe, les gens viennent vous chercher pour ça aussi. Donc il y a tout un tas de projets autour qui soient plutôt corporate. On a beaucoup de sociétés pour lesquelles on travaille, qui font partie du CAC 40, dont on s'occupe de la communication. Weekend Production, ça englobe un petit peu tout ça. Oui, là on focalisait sur certains univers que vous aviez traités, mais vous êtes maintenant en mesure d'aborder d'autres sujets, puisque vous maîtrisez ce métier-là, donc pour des clients effectivement classiques, pour des productions audiovisuelles plus corporate. Et vous disiez très humblement tout à l'heure, là il se trouve que ça vous a motivé pour créer cette société de production, mais qu'il existe par ailleurs évidemment de très bons producteurs, mais que Exactement. Dans votre histoire, vous avez eu quelques écueils qui vous a finalement poussé à accélérer la création. On a toujours cette double casquette. Je suis toujours aussi auteur-réalisateur. Je travaille aussi pour d'autres productions. Je n'ai pas vocation à travailler juste pour la mienne, mais on trouvait dommage tout de même de faire l'impasse sur des choses qui sont assez extraordinaires et qu'on pouvait très très bien mener à terme nous-mêmes. Je sais que, en fait, avant de rencontrer Yvon, je ne sortais pas tout à fait de l'école d'audiovisuel. J'avais fait une série qui s'appelait Ces Messieurs de la Famille, avec quand même... j'ai eu la chance, alors que j'étais tout jeune réalisateur, de tourner avec Jane Fonda, Brigitte Bardot, Claudia Cardinal. Et chacun de ces films, quand vous faites un film documentaire, ça vous prend 1 an de votre vie. Donc vous fêtes pas ça de façon anodine. Oui. Donc c'est impliqué pleinement. Voilà. Donc j'ai mené cette série de plusieurs épisodes sur l'âge d'or sur les cinéastes français, l'âge d'or du cinéma français, pour une production. Et ça s'est avéré très très difficile, alors que on a réussi à avoir avec un très petit budget des stars internationales. Et on s'est dit pour la suite, est-ce qu'on a envie de recommencer ce parcours du combattant, ou de le faire nous-mêmes, et donc du coup de tirer les choses vers le haut. D'où l'idée de Weekend Production, la rencontre avec Yvon Bertorello et tous ces beaux projets et cette collaboration qu'on a ensemble. Mais il fallait sauter le pas. J'avais pas encore eu une seule idée de la façon dont on gérait une société, et pour le coup, il faut bien s'entourer et savoir aussi un petit peu connaître son métier. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire sur le petit budget et le petit budget des stars internationales, parce qu'Yvon, vous avez dans la série Multicasquette encore un autre chantier que vous avez développé ces dernières années, qui s'appelle le Festival de Silence, en marge du Festival de Cannes, sur l'île de l'Érins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que voilà une façon de mettre en lumière des stars internationales dans un univers qui vous est familier. Moi, j'aime bien mélanger les genres, c'est un peu ma personnalité, je crois. Absolument. Et j'avais eu l'occasion de faire le Festival de Cannes une année, et je m'étais dit que c'était dommage de ne pas profiter de ce lieu incroyable pour organiser quelque chose d'assez insolite. Alors, je suis allé voir les moines de l'Érins. Il y a une île au large de Cannes, à 20 minutes de Cannes. Leur demandant s'ils acceptaient de recevoir un événement, Festival de Silence. Enfin, on n'avait pas encore eu l'idée de ce nom-là, mais... Non, mais quand on sait qu'il y a le bruit d'un côté... Voilà, proposer de faire silence à des gens qui viennent à Cannes pour travailler, faire la fête, etc. C'était un peu osé, et finalement, le pari commence à fonctionner. C'était difficile d'organiser ça. Il y a eu une première et
2e édition et on est en train d'organiser la 3e. Donc un grand tournant là pour 2013 avec le développement de ce concept festival de silence, donc en parallèle du festival de Cannes, où vous allez piocher certaines stars, proposer le but c'est seulement à l'île de Lérins, le temps d'une journée quasiment, autour d'un déjeuner, pour découvrir le Père Abbé reçoit. Enfin, on propose à des gens du cinéma, que ce soit acteurs, producteurs, réalisateurs et éventuellement quelques journalistes du milieu du cinéma, de vivre la vie des moines pendant quelques heures. On les prend en bateau au palais du festival et ils viennent à l'intérieur de l'abbaye, sur l'île qui appartient aux moines, et on vit la vie des moines pendant quelques heures, repas en silence, méditation, chant, et ensuite il y a un échange entre les gens du cinéma et le monde monastique, puis on rentre en Cannes et ils se replongent de nouveau dans l'effervescence du festival de Cannes. C'est des choses qui ont beaucoup plu les années précédentes et je pense qu'on en reparlera encore beaucoup les années qui viennent. Le problème, c'est de trouver le financement pour ce genre d'événement parce que ça coûte beaucoup. C'est très difficile de trouver des partenaires, des mécènes, mais on y arrive petit à petit. Oui, donc là, je laisse aussi les auditeurs à qui ça parle de revenir vers vous. Parmi les mécènes un peu insolites, on a eu Alain Micli. Le lunetier de luxe, Alain Micli, qui est connu mondialement, qui a été partenaire de la première édition. Donc vous êtes ouvert à toute proposition. Alors, si on reste dans l'univers de la finance au profit des entrepreneurs, et pour conclure cette émission, Eddy, vous nous disiez qu'il y avait d'autres chantiers audiovisuels que vous prépariez et qui avaient besoin, là aussi, d'être financés. Donc, ce qui paraît logique, mais est-ce que vous pouvez nous détailler ça en 2 minutes avant de conclure ? Il y a toujours des sources de financement multiples qui mènent à la création d'un film. Alors, on a une part de certains de mécénat, de sociétés privées qui peuvent être un petit peu intéressées par le message qu'on porte et qui peuvent trouver leur intérêt dans le financement de nos œuvres. Il y a une part qui est financée aussi par l'argent public. On peut penser aux régions, aussi aux départements, certaines municipalités. Et puis toujours le CNC auprès duquel il faut défendre ses projets pour essayer d'obtenir des financements. Oui, le financement d'un film documentaire ou d'un film, puisqu'on a vocation aussi à aller vers la fiction, c'est toujours un parcours du combattant. On manque toujours de sous et c'est à bon escient, il faut se réveiller assez tôt pour trouver ses sources de financement et pouvoir concrétiser ses films. Oui, parce que comme on dit souvent dans le parcours de la recherche de fonds, s'il n'y a pas l'oxygène initial, les choses n'avancent pas. Voilà, et là, il y a différentes sources où puiser son oxygène, justement. Et donc notre projet phare, là, c'est le projet qu'on développe maintenant, c'est une série sur les hauts lieux de la spiritualité, un peu dans la veine du mont Athos. Oui. On aimerait aller en Éthiopie, en Arménie, enfin les hauts lieux, les sources de Nil bleu, vous voyez, les coptes aux sources du Nil bleu en Éthiopie. Déjà, le titre est enchanteur. Et là aussi, ça n'a pas été fait. Donc non, on est en développement, on cherche diffuseurs, financement, etc. Oui, mais je veux dire, vous avez ce talent de savoir faire ce métier-là, mais ces hauts lieux de spiritualité n'ont pas été couverts encore. En partie, le mont Athos, c'est quasiment la première fois. Et en Éthiopie, on va aller dans des endroits où les caméras ne sont pas allées, ou très très peu. On ira à la Libella, évidemment, il y aura des photos des images de la Libella, mais on ira surtout à Debre Marcos, un haut lieu incroyable en Éthiopie. Donc vous allez embarquer vos partenaires dans une nouveauté totale, voilà. mais avec un métier que vous maîtrisez bien. Exactement. Écoutez, grand merci. Effectivement, cette fois-ci, nous avions des hommes clés avec un peu plus de spiritualité que d'habitude, mais souvent les sujets peuvent être liés, la preuve. Donc merci Yvon Bertorello, merci Eddy Viken. Merci à vous. Et je laisse les auditeurs découvrir tout cet univers sur le site de l'émission sur We Do Biz. Merci.